Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans TGX, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. De retour après la 14e semaine de compétition, 14 semaines, il ne reste donc plus que 4 matchs pour chacune des équipes parce que les bye weeks sont officiellement terminés, si je ne dis pas de bêtises. Donc la semaine prochaine, on retrouve nos 32 franchises sur le terrain pour les 4 prochaines semaines de compétition, le dernier mois, la dernière ligne droite qui va nous emmener jusqu'à ces playoffs NFL. On va parler dans cette émission, notamment des matchs qui avaient des conséquences pour les playoffs. On va parler du très beau Bills-Bengals, on va parler également des Colts d'Indianapolis, des Steelers, des Ravens, un petit peu des Chiefs et des Texans, mais aussi des Packers et des Bears, bref, toutes les équipes qui se chamaillaient pour des places en playoff dans cette semaine 14. Mon cher Seb est avec moi. Salut mon Seb, toi c'était repos pour tes 49ers ce week-end. Bonsoir Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et oui, c'était repos du côté de la baie de San Francisco. D'ailleurs, pendant une semaine de repos, tac, qu'est-ce qui se passe? On joue pas et pof, on gagne un seed, on passe 6e seed pour les playoffs. C'est beau, ça, c'est de la performance. Toujours est-il qu'il y a des clubs qui, eux, ont joué pour mériter leur place. Et une fois de plus, il s'est passé beaucoup de choses. On a eu de très très beaux matchs justement dans ces matchs à enjeu. Il y a eu des matchs très disputés, il y a eu des résultats surprenants, il y a eu peut-être même quelques résurrections, hein, on peut le dire, sur des équipes sur lesquelles on nourrissait des doutes. Allez, on va débriefer tout ça pendant une petite heure. On a eu beaucoup de points dans cette 14e semaine, notamment dans la red zone. Je crois qu'en la première partie, il y avait au moins 30 points dans tous les matchs à un moment de la red zone. Donc voilà, ça a beaucoup scoré dans cette 14e semaine. Un autre qui était au repos avec son équipe. Mon Yaya, salut, comment ça va? Au moins pour cette fois, t'as pas perdu. Non, j'ai même gagné. Oui, bonjour, bonsoir. Écoute, oui, on est officiellement là pour l'instant sur le first pick. Ça va pas durer parce que il y a des équipes qui sont au moins aussi mauvaises que nous, mais l'histoire est faite pour que on le gâche au dernier moment, bien sûr, bien entendu. Donc, Ce serait plus drôle. Et oui, d'ailleurs, tout le monde était au repos parce que Vince aussi, son équipe était au repos. Ah non, jouer les Raiders. Oui, bon, c'est à peu près pareil. Salut mon Vince, comment ça va? Salut à tous, salut à toutes. Ça va très très bien. Oui, c'était un match, ouais, pas de repos, mais c'est vrai qu'on n'a pas non plus trop forcé. Moi, je voulais dire en préambule, je voulais juste faire un petit mot vraiment pour tous les petits messages que l'on a, parce que c'est vrai que vous les envoyez à Flav et Flav nous les cascade et ça nous fait vraiment très très chaud au cœur. Alors, ah, oui, cascade, ça veut dire transmettre hein, dans le langage Vince pour information. euh, Non, on dit pas, en Ah, France, on dit c'était pas on les ça. cascade. Oui, c'est ça. oui. Ouais. Non, D'accord. mais, Écoute, moi, c'est mon langage à moi. Mais en tout cas, mais pareil. ça nous fait, ou en tout cas, moi, ça me fait excessivement chaud au cœur. Je fais vraiment pas ça pour ça. C'est vraiment par passion. Mais je tenais Bon, à le dire. Ça fait plaisir tous ces retours. Et ça, voilà, on vraiment. salue Nicolas, notamment, qui nous a envoyé un très gentil mail. Oui, Je, voilà. Mais Je pense à lui notamment et à euh, tous les gens qui ont des petits mots pour nous. C'est très agréable, très touchant. et venez nombreux sur le Discord parce qu'on rigole de plus en plus pendant les red zones. N'hésitez pas à venir et sur C'est le vrai. Discord communautaire, on se marre bien pendant la red zone. Oui, bon, Yann. tu pensais qu'il était en repos à cause de ses épis parce qu'on dirait qu'il sort de la sieste, Vince? Voilà, bon, on sait pas d'où ça vient, on sait pas pourquoi, on sait pas, voilà, bon, c'est pas grave. J'ai d'autres sur les cascades, hein, mais voilà, c'est tout. Vince qui a réparé son nez, il lui était arrivé un petit accident de nez la semaine dernière, mais ça va mieux. Et maintenant, il voit les vitres, ce qui aide déjà pour garder son orifice nasal intact. Laisse mon Euh, orifice nasal tranquille, s'il te plaît. je n'ai parlé que du nasal, bien évidemment. On sait ce que ça veut dire hein, aux États-Unis, hein, cette expression. Hein. On part tout de suite du côté de Buffalo, où il neigeait. Bon, c'est pas étonnant, hein, de la neige à Buffalo en décembre. Jusque-là, Buffalo bon, tout Soldier. se Il faut passe en à peu profiter, près hein. bien. Il faut en profiter. Dans le nouveau stade, il n'y aura pas ça. Je peux faire mon lancement ou ça vous embête que je lance le match Ça embête. Parce que Vince m'envoie des messages pour te pourrir.
Oui, bon, ça c'est pas grave, c'est la bonne entente qui règne dans cette équipe. D'ailleurs, je parlais à la seule personne qui travaille ici, je parlais à mon Seb. Euh, le- les Buffalo Bills, donc du coup, qui s'imposent 39-34 face aux Bengals de Cincinnati. Un excellent match. Alors, on dit souvent que sous la neige, c'est difficile pour les attaques, que c'est des matchs souvent beaucoup plus défensifs. Là, on a vécu un véritable festival offensif entre les deux équipes qui se sont rendus coup pour coup. Et ça a été suspense et victoire des Bills 39-34 au final. Suspense, pas tant que ça en début de match, parce que Buffalo va encaisser 3 touchdowns de suite de la part de Cincinnati, qui va en gros contrôler le match jusqu'au 4e quart-temps, mais il faudra bien un moment que les Bills sonnent la charge. Et par qui la charge va-t-elle arriver ? Bien sûr, ce sera par Josh Allen, qui va réveiller tout ce beau monde avec un touchdown sur course de 40 yards. Et ensuite, les Bengals vont aller de Carib en Silla. Quasiment sur le jeu suivant, Burrow qui lance une interception de l'espace sur le premier ballon qu'il lance de sa vie, le mec. Benford qui l'intercepte alors qu'il blitz. Enfin, il se retrouve avec le ballon dans les mains. Il relance pour 63 yards. Touchdown. Et ce qui était impensable quelques minutes auparavant. Et sur le drive suivant, nouvelle interception, cette fois de Epenesa par Buffalo. Et c'est l'ouverture qu'ils attendaient. Une conversion de 4e plus tard, Buffalo marque à nouveau avec une passe de 3 yards sur Jackson House, et ça scellera le match. Malgré tout, il faut noter que Joe Burrow s'était réellement débarrassé de la petite couche de rouille qui le handicapait lors de la première mi-temps de son match de retour la semaine dernière. Il a été vraiment très très bon jusqu'à sa première interception. Il finit 25 sur 36, 284 yards, 4 touchdowns, une interception, et surtout quelque chose, une stat qui a été très 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 précieuse pour Cincinnati, ça a été les présences de T. Higgins et de Mike Gesicki. 6 réceptions, 92 yards, 2 touchdowns pour le premier, 6 réceptions, 86 yards, un touchdown pour le second. Ils ont converti des downs sur des moments vraiment cruciaux, et les Bengals ressemblaient à une équipe prête pour les playoffs. Sauf que, dans la réalité, ça va être un petit peu plus compliqué que ça pour eux. Oui, ça c'est certain. Un T. Higgins, t'en as parlé, qui a fait notamment 2 réceptions pour touchdown. 2 très belles réceptions d'ailleurs pour touchdown, parce que la première, elle est vraiment au bord terrain, et la deuxième est à une main, si je dis pas de bêtises. Oui, correct. Donc voilà, c'est vraiment deux très très beaux jeux de la part de T. Higgins. Ce que j'ai beaucoup aimé sur l'interception de Benford, c'est que Ja'Marr Chase se retrouve à la course contre Benford pour essayer d'empêcher le pick six, et qu'il ne reprend quasiment rien à Benford sur la course. Alors que bon, tu te dis, Ja'Marr Chase, c'est quand même pas celui qui court le moins vite de toute la NFL, tu vois. Et il y a eu une tentative de retour, mais infructueuse. La passe de Joe Burrow étant vraiment pas belle. Mon Yaya, petite question pour toi. Qu'est-ce qui a coûté la victoire aux Bengals? Est-ce que c'est ces interceptions dont on a parlé de Joe Burrow dans le 4e quart-temps? Ou est-ce que c'est pas finalement encore cette défense qui prend quand même encore pas loin de 40 points? Elle était dans le mood, et elle prend une course ça me l'a dit, une course de... Non, mais puis sur la course de 40 yards, la mer Rouge, elle s'est ouverte, quoi. Il n'y avait plus rien, il n'y avait personne. Hein. Mais ça a changé le momentum. Derrière, ils arrivent, interception, pick six, interception derrière, t'as rien compris. Et les Bengals, ils sont tirés une balle dans le pied tout seul, quoi. Si je sais bien que c'est la période des fêtes, mais c'est pas encore Noël. Faire des cadeaux comme ça, c'est compliqué, quoi. Donc non, les Bengals ont donné le bâton pour se faire battre. Et voilà. Moi, après, je suis plus inquiet pour Buffalo, quoi. Alors attends, on va venir sur Buffalo juste après. Les Bengals qui menaient, si je ne dis pas de bêtises, je revérifie. Ils prennent 21 points dans le dernier quart. Alors, il marque un touchdown à la fin, mais en deuxième mi-temps, il marque quasiment rien.
Il menait 28-18 après le touchdown de Mike Gesicki à 8 minutes et quelques de la fin. Il menait 28-18. Donc 10 points d'avance à 8 minutes de la fin. Et à peine 2 minutes plus tard, 3 minutes plus tard, ils sont menés 31-28. Bah, C'est quand même... En fait, il y a le pick six de Bedford. Et derrière, il y a l'interception en plus. Et surtout, c'est que Il faut derrière, comprendre que ces deux lancers d'affilée en fait pour Joe Burrow. Parce que là, on parle, c'est-à-dire qu'entre-temps, il complète pas une passe, il fait pas une course. Il y a le pick 6, le kick-off, il lance et re-interception. J'ai pas compris. Pick 6. Ah d'accord, ok. Non, c'était léger comme... on aura pire dans l'émission, je pense. Je pense qu'on va voir... je sais pas pourquoi. Un instinct me dit qu'on va voir pire dans l'émission. Oui, non, mais tu as là-dessus, Vince, tu as tout à fait raison. C'est vrai que c'est 2 jeux consécutifs, en fait. Si tu enlèves le kick-off, c'est vraiment 2 jeux à la suite où Joe Burrow se manque, hein, tout simplement. Et c'est là-dessus que Buffalo gagne. Oui. C'est là-dessus que Buffalo gagne, mais moi j'ai quand même apporté un peu de neige dans le moulin. Non, mais un peu plus de crédit aussi quand même à Burrow. Ok, il y a ces 2 interceptions, mais après ces 2 interceptions, il y en a beaucoup qui auraient vraiment mis la tête dans le seau et qui se seraient, où la fin de match aurait pu être vraiment houleuse ou très compliquée. Et je trouve que malgré ça, il a su se remettre en question, il a su re-avancer et il a su continuer à produire quand même un match. Alors oui, les 2 interceptions ont fait que le match a tourné et les Bills ont pris les devants. Mais derrière, il arrive quand même à aller marquer un touchdown derrière. Alors, je crois que c'est pas lui qui le lance, mais je crois que c'est à la course le dernier, il me semble. Mais en tout cas, non, c'est pour T. Higgins. C'est pour T. Higgins, pardon. Bon, voilà, j'ai confondu, mais en tout cas, il fait un drive très, très abouti pour justement continuer à avancer malgré ces 2 interceptions. Donc, on sent que tu l'as dit tout à l'heure, il revient, il était rouillé. En fait, les Bengals, c'était pas si loin de faire les playoffs. On se dit, avec un Joe Burrow, tu te dis que avec 3 semaines de moins d'absence, ça aurait pu être complètement différent. Ils étaient littéralement à un orteil de faire les playoffs. Mais complètement, mais ça vient de. Il y a plusieurs aspects. C'est que, premièrement, il y a la division où personne se détache, mais surtout, c'est que eux, ils se tirent des balles dans le pied. Ils étaient à 2-0 cette année. Alors, ok, Joe Burrow s'est blessé. 2-0, il se blesse au deuxième match. Hein. Oui, mais tu vois, il aurait été là, ils étaient en playoff et ils gagnaient la division. Ah bah, donc, vu l'état, oui. Après, là, moi, je le dis très clairement. Alors, ceux qui sont sur le Discord le savent parce que je l'ai dit hier quand les Bengals menaient. Mais clairement, jusqu'au moment où ils étaient à 28-18, je pensais, dur comme fer, que les Bengals pouvaient faire les playoffs. Parce que là, ils tournent à 5 victoires. Tu te dis, il y a un match contre les Ravens la semaine prochaine. S'ils le prennent aussi, ils sont plus que jamais dans la course pour le titre. Alors maintenant, ça va être encore plus compliqué. Hein. Les chances de playoff des Bengals, je vous les donner dans quelques secondes. Mais... Ils vont être en négatif, donc... Ouais, ça sera forcément en négatif. Donc en négatif, tu peux pas aller en playoff en négatif. Si, l'année dernière, il y en a eu. Oui, mais avec la victoire de division. Mais sinon... Oui, il faut le titre de division, c'est la seule chose pour que ça passe. Oui, mais ils peuvent encore avoir le titre. Et là, ils ont du retard sur Pittsburgh. Il y a 3% de chance pour faire les playoffs. Pittsburgh, ils sont maintenant à 7 victoires. Donc, si tu veux, 3 victoires sur 4 matchs. Et après, il faut que tous les autres y perdent. Oui, mais regarde le programme de Cincinnati. C'est Baltimore, Miami, Arizona, Cleveland. Ça peut faire 4. Miami, ils sont chauds en ce moment, attention. Oui. Bon, Miami, ça va partir en match n'importe comment, je vous le dis tout de suite. Ça va partir en match banane, cette affaire. Sauf que c'est toujours pareil. Il faut que les autres y perdent. Oui, ben, ça bien sûr. Oui. Et oui, j'ai mis. Et les Ravens, par exemple, les Steelers, pardon, c'est match contre Miami, Détroit, Cleveland et Baltimore. Avec deux victoires, ils ont la division. Hein. Oui. Avec une, parce qu'en fait, ils ont le tie-break sur tout le monde. Il suffit qu'ils en prennent la bonne, à savoir celle contre les Ravens. Ouais, ils ont le tie-break sur tout le monde.
Mais bon, on parlera des Steelers et des Ravens tout à l'heure. Tu voulais dire quelque chose sur Buffalo? T'es inquiet pour Buffalo, Ouais, mon moi, cher c'est. Yaya? Non, parce que Yaya, faut quand même vous raconter, il était en train de jubiler quand Buffalo perdait 10 points. Il nous envoie un message, à mon Seb, confirme, dans notre Discord privé, dans notre discussion privée, en nous disant: Ah, regardez, là, la fenêtre du Super Bowl pour les Bills, elle est fermée à triple tour, ils ont mis les volets, ils ont fermé la chatière, ils ont machin. 10 minutes après, bim, Non, 14 points de plus pour Buffalo, c'était réglé. l'action suivante, c'est. Non, Il l'action marque. suivante. Mais L'action suivante, il marque. L'action Ouais. suivante, t'as Josh Allen qui passe la seconde et qui plante son touchdown. Donc c'était poétique Quand on vous a justice, dit hein, que comme c'était disent des les spécialistes. Américains. Je sais que. Des experts, on vous dit. Je sais que personne n'est d'accord avec moi, mais. Non. Parce que tu dis n'importe quoi. Non, mais Buffalo, ils ont laissé passer. Maintenant, on va en prendre pour 15 ans à nouveau de Patriots et dans cette division de mouise où il n'y a personne qui pourra venir les contester. Et Buffalo a laissé passer le train pour aller gagner un Super Bowl. Et maintenant, ils vont végéter. Ils seront Tu veux toujours pas à la attendre? deuxième place. Non. Tu veux pas attendre la semaine Non. prochaine pour. Non. Mais non, mais c'est fini. Déjà, ils vont céder leur trône de la division. Ça, c'est réglé. Oui, c'est ce que. Alors, avant de faire des affirmations comme ça, tu veux pas attendre la semaine prochaine? Non. Mais non, parce que la semaine prochaine, il y a un Bills Patriots. Même après, regarde, c'est des serial shockers. Donc non, pour moi, non. Bon, vous le saurez avant tout le monde. Hein, sachez que les Bills vont gagner le prochain match. Hein, avec ce qu'a dit Yaya, c'est sûr et certain. Désolé, mon Waïk, j'aurais bien aimé que les Pats gagnent pour toi, mais bon, c'est Yaya qui a porté l'œil à ton équipe. Tu t'en prendras, Yaya. Mais c'est réglé d'avance, les gars. Et le sosie de Rich c'est aussi réglé que le fait que les Giants ne cherchent jamais un coach en mon cours de saison. Bon, ça se voit, on le voit tous venir. Bon, sauf cette année, mais bon, sinon les autres années ils le font pas. Bon, voilà. Écoute, tu viens alors 2 en un siècle. Excuse-moi, on a une histoire. Alors en fait, on a vérifié, c'est 2 en 12 ans. Non, mais dans toute l'histoire. 12 ans, un siècle, ça va. Hein, si on commence à chipoter sur les chiffres. Après, pour revenir un peu sur le match. Journaliste, je sais où tu vas finir. Hein. Je sais où tu vas finir. Avec Pascal Pro. Tu dois lui faire des fiches. Pour revenir sur le match, et je vais aller un peu dans le sens de Yaya, c'est vrai que les Bills sont un peu inquiétants parce que ils n'ont pas su avoir on va dire la mainmise comme ils avaient l'habitude de le faire les années précédentes. Et cette absence de mainmise, elle se traduit par beaucoup de choses, mais surtout par une Josh Allen dépendance qui est de plus en plus flagrante en attaque. On le voit, on l'a vu, l'attaque a été vraiment sous influence et sous perfusion de Josh Allen. Et puis, chose qui est encore plus nouveau chez eux, même si ça a été assez performant, mais ils gagnent grâce à leur défense, en fait. Ils ont gagné grâce à leur défense. Ces 2 interceptions coup sur coup leur font gagner le match. Et même si on les savait forts défensivement, on les savait très, très, très forts offensivement et un peu moins forts défensivement. Et là, c'est vraiment ça qui leur permet de gagner. Donc, j'ai un peu peur pour cette attaque. À voir comment ça va finir la saison, mais oui, il va falloir. Il y a ce fumble de James Cook, notamment juste avant la end zone, qui est quand même assez moche et peu habituel d'ailleurs pour après, assez moche, mais alors, bon, peu habituel, il en a. C'est vrai qu'il en a lâché quelques-unes. Il fait 2 sur ce match, il en perd 1, et cette saison, il a déjà commis 6 fumbles, il en a perdu 3, c'est un record personnel. Donc moi, c'est ce point également qui m'inquiète. Il en perd peut-être pas trop, tu vois, il en perd que 3 sur les 6, c'est pour ça que je ne t'ai pas dit que ça faisait tant que ça, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal 6 dans la saison. Ça commence à 6, ça fait beaucoup sur une saison. 6, on n'a même pas une saison complète. Oui, c'est ça, parce que 6 divisé par 14, ça fait un peu plus de 2, oui. C'est ça. Voilà, tout à fait. Merci. Merci Bertrand Renard. Les stats et les calculs, il n'y a pas de problème. On fera des noms un peu plus tard, vous en faites pas. On va faire des lettres après. Consonne. Voyelle. Bon, en tout cas, les Bills qui sont donc à 9 victoires, 4 défaites, qui sont
très bien partis pour les playoffs et qui ont encore une chance pour le titre des divisions, contrairement à ce que dit Yaya. Peut-être que la semaine prochaine, ça peut être réglé. Hein. Si les Ah, ça va Patriots être un battent gros les match. Bills, c'est réglé quasiment mathématiquement. Ils ne vivent que par les exploits d'Allen. Oui, ok, merci. Et, et les Bengals qui, eux, sont à 4 victoires, 9 défaites. Et là, ça se complique grandement. On en a parlé, hein, des chances de playoff qui sont inférieures à 5%. On passe à l'autre et aux autres équipes d'AFC Nord parce qu'il y avait un duel au sommet de l'AFC Nord entre les Steelers et les Ravens, deux équipes qui étaient à 6 victoires, 6 défaites depuis le début de la saison. Un match à Baltimore, mais avec énormément de supporters des Steelers dans les tribunes. On est habitué, hein, Pittsburgh, c'est une grosse fan base, je vais y arriver. Les Steelers qui finalement s'imposent 27-22, j'ai envie de dire, Vince, on se demande encore un peu comment. Comment par une non-maîtrise de match complète de la part des Ravens. J'irai pas, enfin c'est pas plus compliqué que ça. Le début a été poussif, la fin a été poussive, donc Et le milieu oui, aussi. à partir de là, tu peux pas faire grand chose. On commence le match, on arrive à la mi-temps à 17-10, à 17-9, pardon, et on a surtout l'impression que les Ravens, quoi qu'ils essayent de faire, n'y arriveront pas, et que ça ne progressera pas. C'est vraiment l'impression qu'on a à la mi-temps, à savoir une équipe poussive, diesel, un Lamar Jackson qui se perd complètement. On dirait, je sais pas ce que vous en pensez, hein, peut-être que je me trompe, mais on dirait qu'il a perdu complètement ses clés de lecture. Il avait des schémas de jeu très définis et assez précis. Et en fait, il avait des clés de lecture propres par rapport à des blocs qu'on pouvait lui proposer, par rapport à des placements défensifs. Et j'ai l'impression qu'il n'y arrive plus. Les jeux en option ne fonctionnent plus. Et c'est ça qui a fait la force pendant longtemps de ces Ravens, et notamment de Derrick Henry, parce que quand il a envoyé Henry, eh ben, en fait, c'est qu'il était dispo, il était libre, il était frais. Mais là, maintenant, comme il l'envoie déjà au casse-pipe parce qu'il n'arrive plus à avoir les clés de lecture, et même quand il ne l'envoie pas, c'est lui qui garde la balle et il se fait plaquer aussi. Donc, ça ne peut Alors, et je vais aller plus loin que toi même là-dessus, sur le niveau un peu inquiétant de Lamar Jackson. Moi, je revois, alors il me semble que c'est dans le quatrième quart-temps, une passe au milieu de terrain quasiment de Lamar Jackson pour Derrick Henry. Une passe courte, hein, on est sur une passe et qui tombe mais facilement, allez, 50 centimètres devant Derrick Henry, alors qu'il a au moins 20 yards de derrière lui qui peut parcourir sans aucune contestation. c'est une bubble pass, effectivement. C'est une Et petite tu passe te sur le dis, côté. et c'est pas la seule qu'il a loupée. Et oui. Et c'est des passes entre guillemets faciles pour un quarterback de ce niveau-là, qui est MVP, qui est tout ça. Normalement, c'est une passe cadeau celle-là. Et il la rate. Et même Derrick Henry le regarde, l'air de dire, mais enfin, c'est quoi cette saucisse, quoi, tu vois, Il finit avec 19 passes réussies sur 35 tentées. Le jeu de course, j'en ai parlé, qui n'était pas satisfaisant. Ils arrivent quand même à faire 217 yards, mais avec 40 portées. 40 portées, c'est énorme. C'est dire à quel point ça use. Parce que vraiment, là, on va chercher. Combien ça fait par portée? Non, j'irai pas là-dessus. Je n'entrerai pas dans ce débat-là. Non, si, justement, c'est intéressant, Non, mais, ça de le savoir. mais effectivement, en fait, quand on regarde, on est à plus de 5 yards, mais ça use tout le monde. Ça use les running. On sait très bien que c'est un poste clé qui est très, très usant. Et puis, il faut bien imaginer qu'un bloc de course ou un bloc de passe pour une ligne, ce n'est pas la même chose. Dans un, tu vas subir, bon, il va falloir protéger son QB, mais tu ne vas pas chercher à avancer, à faire de l'avancée, à aller chercher du second rideau. Dans l'autre, tu vas faire un premier bloc, souvent un bloc de puissance pour aller chercher, pour aller désosser, dégager le gars qui est devant toi, voire même un bloc de second rideau. Donc c'est quelque chose qui est usant, c'est beaucoup plus fatigant de faire des blocs de course. Donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On va trop chercher à la course, on cherche trop à se rassurer. Est-ce qu'il a perdu son toucher de balle? Peut-être, mais en tout cas, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et je trouve que il faut qu'il trouve quelque chose parce que j'ai trouvé ça désolant hier et il pouvait faire ce qu'il voulait, il n'y arrivait pas. Mon cher Seb, 420 yards pour les Ravens, 318 pour les Steelers, 22 first down pour les Ravens,
13 pour les Steelers. Est-ce qu'on n'est pas sur une victoire Steelers? Oui, ça c'est sûr. Victoire aux Steelers dans les chiffres. Je vais revenir un petit peu sur cette histoire de jeu de course. Oui, 40 courses, c'est très important. C'est un très gros volume. 217 yards, ça te fait quand même une moyenne de 5,4 yards par course. C'est pas une moyenne qui est dégoûtante pour un jeu au sol. Hein. Je suis désolé. Et avec 2 courses, non, mais c'est stop. C'est bon. Ce que je veux dire par là, c'est que quand ton ADN c'est le jeu au sol, faut pas s'étonner de faire donner le jeu au sol. Mais l'autre raison, c'est que dans le jeu aérien, à part avec Zay Flowers, il n'y a pas vraiment de connexion qui fonctionne. Quand tu as Isaiah Likely qui a un ballon au niveau de la poitrine dans l'embut et qui te l'échappe, alors que ça peut donner l'avance du match et en plus en fin de rencontre, voilà, tu te dis que le problème, c'est pas la surutilisation du jeu au sol. Et puis, du côté de cet écart, de cet écart en termes de yards, il y a une explication qui est très simple. Est-ce que vous vous souvenez du premier jeu de ce match? Non. Honnêtement, non. Pourtant, il y avait de quoi se réveiller. C'est une passe. C'est la passe sur The Flowers. C'est une passe de 52 yards d'Aaron Rodgers sur DK Metcalf. Ah oui, d'accord, oui. Là, tu vois, je pensais Pittsburgh qui lance à plus de 20 yards. On n'avait pas vu ça depuis un bail. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Rodgers, il a bénéficié d'une excellente protection. 0 sac encaissé pour lui. Il finit 22 sur 34, 284 yards. Un touchdown. Il a même marqué au sol. C'est la première fois depuis 2022. Et il se fait toucher qu'une seule fois. Il se fait toucher qu'une seule fois. Et justement, sur son touchdown au sol, il n'est pas touché non plus. En passage. Hein. C'est quand même il pas sort le de plus sa vif, poche clean, quoi. Il a un boulevard devant lui. Et DK Metcalf, qui a définitivement été sa cible favorite, il termine avec 7 réceptions sur 12 tentatives vers lui, 148 yards. Et sur ces 148 yards, il en a amassé 121 en 3 réceptions. Est-ce que c'est le retour du jeu de passe profonde à Pittsburgh? Alors, peut-être un petit peu trop tôt pour le dire, mais c'était quand même assez inédit ces dernières semaines pour qu'on le souligne. L'attaque de Pittsburgh, elle va marquer le pas en quatrième quart, 3 3-and-out consécutifs après seulement un punt en première mi-temps. Ça aurait pu ouvrir la porte à Baltimore, mais ce ne sera pas suffisant. Et Pittsburgh, là, ils prennent une option très sérieuse sur l'AFC Nord, mais attention à Miami la semaine prochaine. Miami, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont chauds, ils sont sur 4 victoires de suite. Ils pourraient bien jouer les juges de paix dans l'AFC sur certaines prétentions. Il y aura un tout dernier match semaine 18 entre les Steelers et les Ravens à Pittsburgh, si je dis pas de bêtises. Celui-là, il risque de valoir son pesant d'or si les deux équipes sont au coude à coude encore à ce moment-là de la saison. Parce que le fait est que ce sera difficile pour une équipe d'AFC Nord de prendre une wild card, donc c'est ça. Mais en fait, le truc on en parlera peut-être au milieu de semaine. Vas-y, je te laisse la parole tout de suite, mais je pense qu'on parlera des places en wildcard de l'AFC pour le podcast du milieu de semaine. Oui, mon gars. En fait, les Steelers peuvent effectivement emporter la division. Ils peuvent même l'emporter avant le dernier match s'ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner. Et voilà. Après, concernant le match de Rodgers, je pense qu'ils ont ça a été bien coaché parce que le jeu de course a très peu fonctionné pour une fois, alors que c'était leur force depuis le début de saison. Mais surtout, ils ont martyrisé là où ça faisait mal. On sait qu'il y a eu beaucoup de blessures dans le backfield du côté des Ravens. Mais ils ont exploité. Ils exploitent et ils font mal là où ça doit faire mal. Donc, c'est juste ça. C'est extrêmement bien coaché, encore une fois. Et après, il veut la sauver, sa saison positive, le Mike Tomlin. Il veut la sauver. Oui, totalement. Après, moi, il y a une chose, c'est que la deuxième mi-temps, il y a eu les ajustements de Baltimore, ils n'ont plus rien fait. Et puis, le pire, excuse-moi, c'est dans le dernier quart-temps, ils arrivent, ils ont tout fait pour brûler les temps morts de Baltimore et ils ont redonné la balle. Mais ça aurait pu se retourner contre eux. Ah ben, Baltimore a 2 fois
l'occasion de gagner le match. Hein. Il y a le tout dernier lancé qui ne sera pas un lancé finalement parce que Oui. alors je crois que c'est Ice Smith qui sac Lamar Jackson. Donc il y a Lamar Jackson qui prend du temps avant de lancer et tout ça et qui se fait attraper. Mais il y a aussi cette passe pour Isaiah Likely qui a le ballon, Seb en a parlé, qui a le ballon dans les mains. Alors, D'ailleurs, oui. est-ce qu'il y a touchdown? Pour moi, il y a touchdown parce qu'il a le ballon dans les mains, il pose les 2 pieds, il a le contrôle, et c'est seulement sur le troisième appui, ouais, voilà. Et donc, moi, La question, c'est est-ce que le premier pas compte ou pas, tu vois. En fait, il est là le débat, parce que il y en a les arbitres ont considéré que le premier pas, le contrôle n'était pas total, et donc c'est celui que nous on compte comme le deuxième qui est en fait le premier. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le deuxième. et même pour moi, il a tous les appuis, tu vois. Pour moi, c'était bon. Mais Vince, c'est quoi toi ton avis sur ce TD-là? Tu le donnes ou tu le donnes pas? Non, je le donne pas. Je le donne pas. Non, pour moi, je le Il donne avait pas. qu'à le protéger son ballon aussi. Non, ouais, déjà, il a qu'à le protéger. Et puis, en fait, les 2 appuis. Moi, en fait, il manque une demi-seconde qui pose le 3e appui et c'est gagné. Mais non, non, pour moi, je le donne pas. C'est fou parce que d'ailleurs, quand je regarde un peu les commentateurs américains, la plupart le donneraient apparemment. Mais oui, mais c'est pour ça. Ouais. moi, je le donnerais pas. Et on a aussi un débat là-dessus. Je pense que c'est Yaya qui souffle dans son micro comme d'habitude. Quoi. Non, c'est Vince, c'est moi, c'est qui? Oui, bah là, bon, peu importe. Donc, je disais, il y a un vrai travail là-dessus, c'est que là, Likely, c'est quand même pas la première fois qu'il lâche un ballon comme ça, quoi. C'est même devenu un petit peu une marque de fabrique pour Likely de lâcher des ballons juste avant la end zone, d'avoir un pied qui dépasse un peu, d'avoir quelque chose comme ça. C'est quand même pas la première fois que ça lui arrive à ce garçon. Et on peut noter quand même la concentration du défenseur qui, malgré le deuxième pas de Likely, continue son action pour lui Ouais. déloger le ballon des mains. Et au final, il a bien fait de la continuer parce que Surtout ça que sauve lui, la victoire de son équipe. il s'était vraiment fait manger sur le tracé du receveur. Hein, donc, Là, pour le coup, oui. donc voilà. Moi, je voulais juste revenir sur une petite stat qui m'a fait sourire. Aaron Rodgers, dans ce match, il a fait une réception, moins 9 yards. Il a fait 2 courses, 0 yards de moyenne. Et il marque un TD. Voilà. Alors, ça m'a fait assez sourire et je voulais le partager. la réception, elle est problématique. Hein. Ah bah oui. Là aussi, il y a quelque chose. Est-ce que c'était pas une interception, ou un fumble ou Ah au oui, départ, c'est quand il a le. Oui, oui, je vois. Oui. ouais. Et en fait, il se rend compte qu'il a le genou par terre au moment Mm. où il reçoit la balle de lui-même. Je reçois la balle de moi-même, c'est toujours bizarre. Mais oui, non, c'est très bien. Est-ce qu'on a fini sur ce magnifique Steelers Ravens? Je pense qu'on a été à peu près complet. Bon, les Ravens quand même qui du coup se tirent un peu une balle dans le pied parce qu'ils ont maintenant un match de retard. Ils se la sont tirés beaucoup plus tôt dans la saison. C'est pas maintenant Oui, qu'ils la gagnent. ça c'est sûr qu'en commençant à 1-5, ça facilite pas les choses. Mais n'empêche qu'ils savaient qu'avec ce départ catastrophique, il faudrait Miracle. enchaîner les victoires. Un miracle, pas forcément, parce que quand tu vois que personne dominait vraiment la division, il y avait la place. Il y a toujours la place d'ailleurs. Hein, ils n'ont qu'une seule victoire de retard. Avec 4 matchs à jouer, il y a largement la place pour être encore champion de division. Mais là, va plus falloir en perdre beaucoup et surtout pas perdre le deuxième contre les Steelers parce que là, ça va être déjà beaucoup plus compliqué. En parlant de choses compliquées, nous allons ouvrir le dossier du conte de fées terminé, celui des Colts d'Indianapolis. Oh, quelle était belle l'histoire des Colts d'Indianapolis dans cette saison 2025. Oh, qu'elle est en train de tourner au vinaigre, cette histoire des Colts d'Indianapolis. Les Colts, donc, qui ont vécu un dimanche cauchemardesque. Non seulement il y a cette défaite lourde face aux Jaguars de Jacksonville, ça c'est une première chose, mais il y a aussi, et on va surtout là-dessus dont on va parler ensuite, il y a cette perte de Daniel Jones. Alors j'avais dit rupture, mais c'est pas une rupture, c'est une déchirure du ligament, du tendon d'Achille, pardon.
Il y a ensuite cette grosse défaite. Il y a Jonathan Taylor qui n'est plus aussi tranchant. Bref, un dimanche cauchemardesque pour les Colts. Déjà, Indianapolis se présente à Jacksonville sans Sauce Gardner, sans DeForest Buckner, donc ça commençait mal. Et effectivement, ça va tourner au cauchemar lorsque Daniel Jones va se blesser au tendon d'Achille et ne pas revenir. À ce moment-là, ils sont déjà menés 14-7 et Jones avait lancé déjà une interception. Donc, place à Riley Leonard qui bénéficiait de la très grosse expérience de 6 snaps joués en NFL avant son entrée en lice. Il va faire de son mieux. Il termine 18 sur 29, 145 yards, une interception, mais bien sûr, ça a été beaucoup trop peu. Comme tu le disais, Jonathan a 74 yards en 21 portées, un touchdown, ça n'est pas déshonorable, mais c'est largement en deçà de ses performances habituelles. Et Indianapolis, du coup, encaisse sa 4e défaite en 5 matchs et se retrouve en réel danger de manquer les playoffs. En effet, la belle histoire a l'air d'être terminée. Pour la petite histoire, c'était la 11e défaite de suite à l'extérieur des Colts contre Jacksonville depuis 2016. Décidément, cette journée aura vraiment été à marquer d'une pierre noire dans tous les sens du terme. Et puis du côté de Jacksonville, ma foi, la vie est plutôt belle. Une victoire de suite, 5e en 6 matchs. Ils ont la main ferme sur l'AFC Sud. Ils sont quasi assurés de participer aux playoffs. Et Liam Cohen pourrait devenir le 3e coach de l'histoire du club à remporter la division dès sa première saison. Alors, est-ce que c'est suffisant pour le mettre dans la course du coach of the year ? Bon, il y a quand même du côté de New England quelqu'un qui me semble bien tenir la barre de ce côté-là. Jacksonville qui peut être satisfait dans l'ensemble avec 6 scoring drives, un jeu de qualité, mais leur point noir, c'est toujours les pénalités. 8 pour 64 yards hier, dimanche, puisque vous nous écouterez mardi, autant pour moi. Et Jacksonville est l'équipe la plus pénalisée de la ligue. Néanmoins, 36 points marqués, c'est leur meilleure performance de la saison. Ils ont marqué 25 points ou plus à 6 matchs, lors de 6 matchs consécutifs, et c'est la meilleure série de l'histoire de la franchise. Ils égalisent avec la meilleure série de l'histoire de la franchise. Tim Patrick a fait son meilleur match de la saison, 5 réceptions, 78 yards. Brian Thomas a répondu présent lui aussi avec 3 réceptions, 87 yards. Les deux ont généré des big plays. L'offensive line a fait du très bon travail, notamment sur le jeu de course et les 2 touchdowns de Travis Etienne. Et elle également n'a concédé que 0 sac. Jacksonville qui, elle, vend beaucoup plus en poupe qu'il y a quelques temps et qui pourrait créer une petite surprise peut-être à l'orée de ces playoffs. Jacksonville, tu disais qui a de fortes chances de faire les playoffs. Selon The Athletic, c'est 98% exactement de chances de faire les playoffs. S'ils battent les Jets la semaine prochaine, le chiffre monte au-delà des 99% de chances. Il leur reste à jouer les Jets, les Broncos, les Colts et les Titans du Tennessee. Autant dire qu'on a 3 victoires au moins qui sont accessibles pour Jacksonville, ce qui les placerait donc de ce fait à un bilan de 12 victoires au moins. Ça pourrait presque même en faire un participant à la course au first seed, avec 12 victoires. On serait pas loin. C'est peut-être, faudrait que les Broncos et les Patriots s'effondrent un peu quand même. Et puis surtout, comme tu l'as dit, t'as le Broncos qui reçoit les Jaguars. Ah, mais tu vois, s'ils battent les Broncos. Ah, ben c'est sûr, oui, d'accord. S'ils battent les Broncos, il y a peut-être une fenêtre. Ça va être ce match-là qui va être important. Mais, quoi? Qu'est-ce qu'il a encore? Il va nous parler de fenêtres et de chatières qui se ferment encore. Ça y est. Non, il va nous parler d'équipe qui sert à rien. Il va nous parler de Léonard et de Vinci. Voilà, oui, certes, bien sûr. Mais non, moi je trouve que. Est-ce qu'il était là pour le plaisir, Léonard? Oui, avec Julien Lepers. Et donc, pour moi, les Jacksonville ont été toujours un peu dans le tapis dans l'ombre. Et tel un Jaguar, hop, ils bondissent, mais ils ont peut-être bondi un petit peu trop vite.
J'aurais noté l'imitation du Jaguar au passage. Oui. Ah, très belle imitation du Et Jaguar. encore, Oui, vous n'aviez pas l'image. Eh oui, oui, oui. Oui, Bien mieux que celle de Patrick Mahomes d'ailleurs. Oui, Ou mais celle de Vince. je pense à Vince avec son string, enfin, place de la Bastille, enfin bon, ça, son string léopard, mais bon, ça, c'est un autre débat pour un autre jour. Mais il y a quand même une équipe dont on va aborder tout à l'heure, qui est aussi dans une grosse dynamique, et il va pas falloir On va chômer. surtout l'aborder en milieu de semaine, je pense. Ouais, et Arrête de spoiler les gens comme ça. Oh là là. oui, c'est vrai. Mais Jacksonville, oui, ils sont Il a envie partis. d'en parler de ces Texans. Parce qu'il n'aime pas, en fait, je vais vous dire, il n'aime pas les Jaguars. Et donc, il va toujours Mais c'est trouver. faux, mais c'est Il va faux, je les ai toujours trouver- soutenus. Mais il aime, J'ai mais toujours il aime dit. personne, cet Il va homme-là. toujours Il n'aime trouver une personne. équipe qui va passer devant les Jaguars parce que et la coupe de cheveux de Trevor Lawrence ne revient pas. Pourquoi? Parce que Trevor Lawrence a des cheveux. Et c'est ça le vrai problème C'est absolument faux. de Yaya avec les Jaguars. Il est là le souci. Le jour où il aura la même calvitie qu'Yaya, dans ce cas-là, il y Il aura est plus de parti problème avec pour. les Jaguars. Il est parti pour avec son casque qui empêche d'aérer les cheveux, tu vas Vous voir, voyez, ça va lui arriver. Oui, On sent la haine là. Mais C'est ça, non, c'est une haine anti-Trevor Lawrence. non. Alors, J'irai même plus loin, sauf- c'est de la mesquinerie. Mais oui, alors les gars, il est jaloux. j'ai toujours, même avec l'ancien régime, j'ai toujours dit que c'était une équipe très intéressante. Donc, moi, j'ai. Ancien régime. Même sous le régime de Vichy, j'ai dit que c'était. Non, non, allez, stop, là, on arrête. Non, non. Ça ne vaut pas. Là. Ok. Mais si tu parles de Vichy, les carottes ne sont pas cuites. Mais non, c'est vraiment une équipe en plus pour qui j'ai une petite affection. Et mais je pense que cette équipe, malgré tout, bénéficie de beaucoup de choses et peut aller en playoff et peut être très embêtant en playoff. Faut pas oublier qu'on pensait avant l'avènement des Texans que c'était eux, la quatrième force, qui allait dominer la ligue pendant des années et des années. Ils faisaient partie du club des quatre, les Chiefs, les Ravens, les Bills et eux. Et eux, ils sont écroulés suite à la blessure face aux Bengals il y a 2 ans maintenant de Trevor Lawrence. L'année dernière, il a traîné cette blessure. Cette année, il est complètement guéri et ça se voit et il y a une vraie direction. Donc, je pense que cette équipe manque encore un peu d'expérience, même si ils ont pas mal de joueurs qui ont connu ce run en playoff pour aller en demi de conf et d'avoir fait un upset. Est-ce qu'ils vont être vainqueurs de division et recevoir en wildcard ou alors est-ce qu'ils vont aller jouer à l'extérieur? Ça va être plus compliqué et ça va se jouer face aux Texans qui sont eux aussi lancés, qui ont pris du retard à l'allumage, mais ils reviennent lancés comme des frelons. Donc, Heureusement qu'on avait dit qu'on parlait surtout d'école, ça. mais, le problème, c'est Moi, je croyais en que tu fait, allais nous faire une ode à Daniel Jones, tu allais nous faire un poème pour lui parce que tu es triste qu'il soit blessé et tout. En fait, rien. Comme lui, il n'a pas beaucoup de cheveux, tu vois. Mais après, non, mais c'est vrai qu'il va falloir ouvrir le dossier Colts. Juste avant, moi, Trevor Lawrence, on en a beaucoup parlé, on l'a beaucoup critiqué, on a toujours dit qu'il ne pourrait pas y arriver, qu'il n'y arriverait plus. Et là, cette année, il est vraiment en train de faire une saison pleine. Donc ça, c'est quand même à noter et à notifier, parce que je pense qu'il y avait plus grand monde qui croyait en cette équipe-là. Vraiment, surtout justement avec les Texans dans cette division qui reprenaient le dessus et les Colts avec le début de saison. Donc ça, c'est assez surprenant et c'est très bien. Maintenant, effectivement, il faut parler des Colts. Ces Colts qui ont vécu un conte de fées, tu l'as dit en introduction, un conte de fées incroyable dans ce début de saison. Ils étaient à une place que personne n'avait imaginé, je pense. Même eux, dans leurs rêves les plus fous, je pense qu'ils n'imaginaient pas en arriver là à ce moment-là de la saison. Malheureusement, est-ce qu'ils ont trop tiré sur la corde? Est-ce qu'ils ont trop poussé leur organisme? Est-ce qu'on va pouvoir se poser toutes les questions du monde? Ils se retrouvent à l'issue de 13 matchs joués avec 8 victoires, 5 défaites, mais surtout énormément de blessés. Ils ont fait un va-tout sur cette saison en espérant y aller
au bout du bout avec Daniel Jones, il se retrouve avec un Daniel Jones qui est blessé, qui est d'ores et déjà out pour la saison, voire même pour un bout de saison prochaine. C'est peut-être ça le pire. Parce On parle en plus d'un QB remplaçant qui se fait blesser en plus hier pendant le match, qui ne serait même pas possiblement présent pour jouer la semaine prochaine. Donc, il ne reste plus grand-chose dans cette équipe des Colts. Jonathan Taylor, on commence à connaître ses courses, on commence à lire un petit peu plus ce qu'il fait, et il a un rendement un petit peu moins productif qu'en début de saison. Alors c'est aussi valable parce que justement le jeu de passe est plus cadenassé, donc on l'ouvre, on sait ce qu'il va faire, donc c'est normal. Hein. Et puis Tillman n'est pas là. Mais oui, et puis Tillman n'est pas là. mais en fait, on arrive ils sont pris le mur en pleine face et j'ai l'impression que je suis pas sûr qu'ils arrivent à en ressortir et c'est ça qui m'attriste pour cette équipe parce que j'avais vraiment une réelle affection pour cette équipe. Je trouve qu'ils apportaient un vent de fraîcheur et de dynamisme incroyable dans cette NFL qui est souvent très restrictive et très bordée. Donc voilà, ça m'embête, ça m'attriste un peu. Maintenant, moi, je plaide pour Tim Boyle. Je suis désolé, mais c'est Tim Boyle le sauveur. Il faut que ce soit Tim Boyle de toute façon. Ça ne peut être que lui, le sauveur, TB12, le seul et l'unique. Et la semaine prochaine, on en reparle. Alors les Colts qui ont 30% à l'heure actuelle de chance de faire les playoffs, c'est un pourcentage théorique. Attention, ces 30% ne prennent pas en compte les blessures ou les choses comme ça. Voilà, c'est ça. C'est 30% sur les résultats. Ils sont sur une série de 3 défaites d'affilée. Et attends, j'allais venir au programme. Il leur reste déplacement à Seattle, réception de San Francisco, réception de Jacksonville, déplacement à Houston. Autant dire que c'est très, très, très compliqué. On doit pas être plus haut que 5% en réalité de chance d'aller en playoff. Il faut gagner les 2 derniers et qui sont de division. Et prendre au moins Seattle ou San Francisco en plus. Ouais. Peut-être qu'avec 2, ça suffit. Je pense que ça... 10. Mais c'était bien quand 10, c'est quand il y avait 16 matchs. Maintenant, avec 17, c'est plus vers les 11. Ou alors. Moi, je vois les Bills au-dessus de 10, les Chargers possiblement au-dessus de 10, et les Texans, ils seront peut-être au-dessus de 10 aussi. Hein, donc, 10, ça va être juste. Hein. Ça va se jouer au tiebreaker à 10, hein, si ça se joue. Moi, je pense que ça va être à 11. Pardon, excuse-moi, Seb. Vas-y, Seb. Concernant les Colts, là, les matchs que tu as listés, non seulement c'est des adversaires de qualité, mais va prendre ça quand tu n'as plus de quarterback dans ton effectif. C'est ça. C'est ça la problématique. Outre le alors non, pas la dynamique, mais la spirale, on va dire, dans laquelle se trouve l'équipe actuellement. Là, les circonstances, elles sont compliquées. Tu as 2 de tes défenseurs majeurs qui sont à l'infirmerie, et maintenant, tu n'as plus de quarterback. Moi, j'ai vraiment peur que la belle histoire soit terminée pour Indianapolis. Et effectivement, qu'ils aient du mal à s'en remettre, comme le disait Vincent tout à l'heure. Parce qu'il y a eu quand même ce choix de la trade deadline à faire venir des joueurs, à envoyer des first round. T'es obligé. Oui, mais t'es obligé. Enfin, non, t'es pas obligé. Non, je suis désolé, non, t'es pas obligé. C'est un choix qui a été fait. C'est un coup de poker. C'est raté. Sacrifier tes pics, t'es pas obligé. Hein. T'es pas obligé. T'as tout misé. Oui, sauf que tu gagnais sans ça. Oui. Est-ce que l'arrivée de Sauce Gardner a fait passer les Colts dans une autre dimension cette saison? Non, il s'est blessé. Ils en avaient besoin. Non, mais il s'est blessé au dernier match. Il en a joué 3 avant. Et pourtant, ils ont perdu à Kansas City. Il était là. Tu vois. Ils ont perdu contre les Steelers. Il était là. Si je dis pas de bêtises. Oui, donc voilà. Faut à un moment, non, ils n'étaient pas obligés. Ils ont tenté un coup qui se comprend. On peut comprendre qu'ils aient voulu le faire, mais ils sont pas obligés de le faire. Alors justement, je peux développer. Excuse-moi, parce que sauf que quand tu es un petit marché, tu n'as pas eu d'occasion depuis combien de temps d'avoir ce run. Donc, tu es obligé de tenter le coup. Tu vas pas faire mi-figue, mi-raisin en te disant
allez, si je gagne un titre de division, bon, allez, ça me va. Allez, on bouge pas. Mais non, tu es obligé de faire un run. En fait, quand tu es médiocre. Obligé, je suis pas Non, moi d'accord. non plus. Obligé, je suis pas d'accord. Mais ça se comprend. Oui. Mais ça se comprend. C'est un coup de poker. C'est ce Ils que ont j'ai tenté, dit. ils ont perdu. C'est ce que j'ai dit lors de la trade deadline. Ils se sont sentis pousser des ailes, avec raison, parce que les résultats étaient là. Et ils se sont dit, allez, all-in, on appuie, on enfonce le clou, on appuie un petit peu plus et on se surarme pour rouler sur la concurrence. Bon, Ils en avaient besoin. trouve Ils que- en avaient besoin qu'on s'entende de oui, Sauce ils en avaient Gardner. en plus ils avaient avaient besoin besoin ils avaient besoin d'un défenseur, d'un defensive back de qualité. Ils ont trouvé quasiment ce qu'il y avait de mieux dans la NFL. Bon, pas de bol, il se blesse, ton quarterback se blesse, mais c'est le football. Donc obligé, non. Par contre, c'était pas un move insensé. Voilà. Mais combien il y a d'équipes qui sont en position de pouvoir, de pouvoir aller faire un run en playoff et changer la dynamique de son équipe. En fait, c'est une équipe qui, depuis, même avec Andrew Luck, a des fois été une bonne équipe, mais pas une équipe réellement de contender. C'est ce qu'ils ont Donc, tenté de faire. Après, oui. rien ne les. Tu me disais, ils étaient obligés. Non, ils n'étaient pas obligés. On ne parle pas d'un club qui était au pied du mur et qui. Non, ils avaient les moyens de le faire. Ils se sont dit, on le fait. Le move se comprend, mais obligé. Non, personne leur a mis un flingue sur la tempe. Ah non, on parlait pas d'un club non plus qui avait plus. Tu vois, par exemple, ils n'ont pas perdu leurs 2 quarterbacks juste avant la trade deadline, et puis ils devaient aller en chercher un pour rester performants, et ils ont dû aller trader pour aller en chercher un. Là, ils auraient été obligés. Mais là, il n'y a pas d'obligation. S'ils n'avaient pas Sauce Gardner, ils pouvaient s'en tirer, on n'en sait rien. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, tu restes dans le ventre mou, tu fais. Mais t'en sais rien. Mais avant la trade deadline, ils n'étaient pas dans le ventre mou, ils étaient en tête de l'AFC. Mais ils ont fait un très bon début de saison, mais regarde la fin de calendrier. On savait que la fin de calendrier était compliquée pour eux. D'accord. Ils ont bénéficié. Ils ont gagné des matchs qu'on ne pensait pas gagner, qui les a mis dans une position. Et en fait, c'est là-dessus que moi je te dis, ok, qu'est-ce qu'on fait quand tu es le management justement, c'est ça. C'est quand tu es dans le management, tu dois soit tu la joues conservateur, soit tu essayes de faire quelque chose. Et c'est dans ce sens où si tu fais rien, ben, tu attends que ça se passe. Et le problème, c'est que quand tu es Indianapolis, comment tu peux faire venir? On sait que les trades en dehors de la saison régulière, c'est-à-dire en gros en dehors des 3-4 semaines avant la fin de la trade deadline, il n'y en a pas ou quasiment pas. C'est très très rare. Donc, tu es obligé avec des free agents. Et qu'est-ce que tu tapes comme free agent? Regarde, il y a eu une instabilité au poste de quarterback depuis le départ d'Andrew Luck. Mon Yaya, on ne se comprend pas sur les termes, en fait. Le problème, c'est le mot obligation. C'est qu'ils aient voulu le tenter, je le comprends tout à fait. C'est normal qu'ils aient voulu l'essayer en position où ils étaient, et ils avaient un besoin. Il y avait une équipe en face qui était vendeuse, qui fasse un trade, c'est tout à fait logique. Le problème n'est pas là. Qu'ils en envoient un premier tour, c'est pas surpayé pour Sauce Gardner. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais est-ce qu'ils étaient dans l'obligation de le faire? Je ne pense pas. Les fans des Colts nous diront si oui ou non. Pour gagner, si pour moi, en fait, ils n'étaient pas suffisamment armés. Et la preuve que non, parce qu'ils ne gagnent pas. Bah oui, mais. Et que Sauce Gardner est blessé que depuis cette semaine. Encore une fois, ils n'ont pas gagné contre Pittsburgh, ils n'ont pas gagné contre Indianapolis, il y avait Sauce Gardner. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a changé la dynamique de la saison des Colts? Non. Enfin oui, mais dans le mauvais sens. Par contre, moi, ce que je veux souligner, c'est que ils encaissent quand même 350 yards hier, dont 100 yards à la course, 250 yards à la passe. C'est pas non plus fifou. Ils se font un peu rouler dessus en défense, et ça, surtout les conditions climatiques. C'est ça qui fait peur, quoi. C'est que parce qu'on a parlé des blessures, mais qui sont principalement sur l'attaque. Alors Sauce Gardner est blessé, d'accord, mais même en défense, ça ne tient plus. Qui absent. Ouais, il y a Buckner. T'as DeForest Buckner. Oui, c'est vrai. Ça te dépeuple un front seven rapidement. Oui. Ça. Un seul arbre vous manque et la DeForest est dépeuplée. Oh, joli. Ouais, n'est-ce pas? Et on l'a pas fait arriver. Hein. Ouais, non, t'as vu.
Tu vois Et rien puis, arriver. Tyler Warren aussi, c'est décevant, 2 sur 8 hier, 2 sur 6 pendant réception, c'est vraiment pas Est-ce fou. que j'étais obligé de la faire, cette blague? Non, mais je l'ai faite quand même parce que j'ai vu l'occasion. Je suis un Colts d'Indianapolis dans l'âme. Les, les amis, c'est pour ça que je les ai battus au Super Bowl. J'adore les Colts d'Indianapolis. Comme Euh, Colt Sivers, tu es l'homme qui tombe à pic. Voilà, c'est ça. Moi, les Colts, j'ai un amour infini pour eux, surtout quand ils savent pas réceptionner un onside kick. Alors, on repasse maintenant au dernier match parce qu'on est déjà à 55, plus de 50 minutes. Alors, c'est rapidement sur les Packers contre les Bears. Les Packers contre les Bears, une victoire de Green Bay qui a finalement, Seb, je vais pas dire dominer tout le match parce qu'il y a eu quand même 21-21 dans le quatrième quart-temps, mais qui a été devant pendant toute la partie. Qui a été devant pendant toute la partie, notamment grâce à sa défense, hein, une défense qui s'est mise en avant au bon moment pour sceller le match. C'est enfin pour moi le symbole, hein, c'est quand même que le dernier jeu du match, c'est un sac sur Caleb Williams, et c'est une illustration de ce qui s'est passé après la balle interceptée dans l'embut par Keisean Nixon pour sceller le match. Du côté de l'attaque, eh bien, fin de série pour Jordan Love. 4 matchs sans lancer une interception. Bon, terminé avec cette balle qui arrive droit dans les numéros de CJ Gardner-Johnson, qui, à mon avis, n'en demandait pas tant à ce moment-là. Je pense qu'il voulait qu'elle prenne fin, cette série. Il n'y a pas d'autre explication. Ouais, je pense que c'était ça. Il s'est dit 4 matchs, c'est trop long. Si vous pouviez regarder son compte bookmaker, notre ami Jordan Love, s'il n'a pas parié sur une interception, ça pourrait être pas mal. Parce que, bon, après, sur la durée du match, ça n'a pas grande importance, cette interception. Love, il termine 17 sur 25, 234 yards, 3 touchdowns, et donc cette interception. Il y a 4 touchdown drives sur leurs 6 dernières possessions. Ils ont vraiment répondu coup pour coup au drive victorieux de Chicago, notamment avec une très belle passe de 41 yards sur Christian Watson. Christian Watson, d'ailleurs, qui a l'air de s'être bien remis de sa rupture des croisés de l'an dernier. Ça a l'air d'aller. 4 réceptions, 89 yards, 2 touchdowns. Je dirais que ça tourne bien. Le jeu au sol, lui, il a su prendre le relais au bon moment. Josh Jacobs, 42 yards en 6 portées, après que Chicago ait égalisé 21 partout. Il marquera le TD de la victoire. Il finit avec 86 yards en 20 portées et 1 touchdown. Donc ça a été une fiche finalement très très propre pour les Packers de Green Bay. C'est du côté de Chicago qui a un petit peu plus hardi. D'ailleurs, justement, à Chicago, on a quand même eu des erreurs. Alors, tu parlais de Josh Jacobs. Il y a je repense juste avant son touchdown, on a cette course qu'il fait sur 3e tentative, je crois, où il est quasiment contacté avant la ligne de scrimmage, et il y a 3 défenseurs de Chicago qui le laissent passer. Il passe sous les bras des défenseurs de Chicago pour gagner quasiment 20 yards derrière. C'est assez étrange, et c'est toute cette somme de petites erreurs qu'il y a eu chez les Bears. Il y a eu celle-là, je pense aussi sur la 4e tentative quand Caleb Williams lance le ballon en toute fin de match pour sceller le match sur l'interception dans la end zone. Il y a DJ Moore qui est complètement ouvert aussi et qui peut permettre de donner la première tentative. Il y a tous ces petits choix qui ont fait l'interception de CJ Gardner-Johnson. Elle est retournée jusque quasiment aux 35 yards des Packers, mais derrière ça met pas de points pour Chicago. C'est toutes ces petites choses qui font peut-être, Yaya, qu'au final, Chicago est peut-être pas encore prêt à être un vrai contender dans cette saison. C'est une équipe qui n'a pas l'habitude. Ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas été à ce niveau-là? Ils ont un quarterback sophomore qui fait ce qu'il a à faire. Il fait un 19 sur 35, 2 touchdowns, une interception, saqué une fois. On sait que le jeu de Ben Johnson, c'est surtout basé sur de la course, avec Swift et Monongai. On l'a pas fait passer à Vince cette semaine, Monongai. Non. Moi, je trouve que Chicago, il ressemble fortement à une équipe qui va se développer. Déjà qu'ils vont aller en play-off.
ils vont aller en play-off. Peut-être pas gagner la division, mais ils vont aller prendre de l'expérience. Et peut-être avec 2-3 ajouts, l'année prochaine, ils seront contenders. Mais cette année, effectivement, c'est vraiment l'année 1 du projet Ben Johnson. Et ce type de match, ils le gagneront à partir de l'année prochaine. Donc, ils ont encore 4 matchs pour pouvoir gratter un peu d'expérience. Ils vont avoir un match supplémentaire en playoff, voire 2. Ce sera certainement ce sera à l'extérieur. Voilà. Là, pas de pression, on y va, let's go. Un peu tendre, tu vois, Caleb Williams, avec son 19 sur 35, ça fait un peu tâche, quoi. Question rapide, Vince, juste pour te demander, pour toi, les Packers, donc là, sont en tête de la division. Hein, alors, il y a l'histoire du match nul, donc ils ont 9 victoires, 3 défaites, un match nul contre 9 victoires, 4 défaites pour les Bears. Est-ce que à ce moment-là de la saison, ça te semble logique? Est-ce que pour toi, les Packers sont la meilleure équipe de la NFC Nord? J'ai envie de dire, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui sur le déroulement de la saison, sur ce qui s'est passé. En fait, ce qui les rend meilleurs, c'est leur double victoire contre les Lions, qui fait énormément de bien et qui leur permet de se propulser clairement en tête de cette division pour le moment. Le match retour contre les Bears dans 2 semaines va être, à mon avis, assez fort et assez costaud, dirons-nous. Je pense que ça sera un match un peu différent et on sait très bien qu'à Chicago, c'est un peu compliqué. Avec un peu de neige, ce serait drôle. Ça peut être un snow game, effectivement. Les Packers, j'avoue que j'ai un peu de mal à les lire. Au début de la saison, on disait beaucoup le côté de Jordan Love avec les 27 ans et cette pression qu'il avait sur les épaules. Tout le monde disait il ira au Super Bowl, il va gagner, c'est la prophétie, tout ça. Oui. Bon, on en a C'est fait Mathieu beaucoup. Van Ball qui nous disait ça. On en a fait. Bon, il Et moi. y en a beaucoup qui l'ont dit. Oui, mais Je tout pense le qu'il monde n'a avait, pas le je talent pense de qu'il Mathieu. avait énormément de pression sur les épaules. Il y répond quand même relativement bien. La saison n'est pas finie, attention. J'arrive pas à vraiment les sentir, à voir un peu ce qu'ils peuvent donner. Ils ont une fin de calendrier qui est bon, les 2 prochains matchs sont assez compliqués puisqu'ils vont à Denver et ils vont chez les Bears. Donc là, c'est compliqué. Après, ils reçoivent les Ravens et ils vont se déplacer chez les Vikings. Donc, les 2 prochains matchs vont donner vraiment la fin de saison. Ils iront Même pas le le chercher. troisième, contre les Ravens, ceux qui vont jouer sans doute la division. C'est à la maison, donc j'ai un peu Ouais. moins de. À Lambeau, c'est très compliqué, Lambeau en fin décembre. Donc, bon, je sais pas, j'ai vraiment du mal à les cerner. Vraiment, j'arrive pas trop à savoir ce qu'il en est. Ils font une très bonne saison pour autant, qui les propulse forcément en haut et ils ont toutes les chances de faire les playoffs et ils les feront. Mais voilà, côté Chicago, comme l'a dit Yaya, c'est un peu tendre, le manque d'expérience. Moi, je note vraiment les gros progrès de Caleb Williams, parce que sa première saison, on lui est tombé dessus, et moi le premier. Tu lui es tombé dessus. Voilà, moi le premier, parce que je n'aime pas ceux qui ont une grande gueule et qui n'affirment pas leurs propos derrière. Et quand il avait dit que le punter n'avait pas punté beaucoup de la saison, et qu'il avait fait que ça, c'est vrai que forcément, je m'en suis servi. Pour autant, il fait une très bonne saison. Surtout après une première saison moyennasse, ce qu'il arrive à sortir là, c'est vraiment très très bien. Et puis je voulais noter, et j'étais obligé de le noter, mais il envoie une passe incroyable. Et là, je vais me lancer dans l'alerte non de Vince. Attention, je vais essayer de pas me tromper, mais c'est Zacchaeus, c'est ça, Zacchaeus. Voilà, Zacchaeus. Olamide Zacchaeus qui fait une réception incroyable. Mais alors la passe, que dire de cette passe en extension, un peu en perdant ses appuis. Contesté en plus. Vraiment, il passe sous les bras de la ligne défensive. C'est incroyable. La passe est un boulet de canon. Vraiment magnifique. Allez voir ça. C'est vraiment une superbe action. Et à vrai dire, à vitesse réelle, je ne savais pas où était le ballon. J'ai vu l'arbitre qui donne touchdown, mais c'est vrai qu'on ne trouvait plus le ballon. Mais non, parce qu'on a l'habitude de le voir passer au-dessus des mains, et là il est passé en dessous, et c'est vraiment fou. Et voilà, c'est une très très belle action. Oui, mon Yaya.
Juste pour l'année dernière, Green Bay se qualifie en 7e position Oui. avec 11 victoires, 6 défaites. Ils ont appris. Cette année, ils reviennent. Ça a été un peu cas un cas, mais ils reviennent beaucoup plus forts. Ils sont plus forts en deuxième partie de saison, comme l'année dernière, comme il y a 2 ans. C'est le modèle que Chicago doit suivre. Inspire-toi de ce qui se fait de bien dans ta division et tout ira bien. Mercredi, on parlera donc de la course au wildcard en AFC. Et on aura l'occasion de parler du Kansas City Houston avec la victoire de Houston 20 à 10. Les Chiefs qui à cette heure-là n'ont plus que 16% de chance d'aller au playoff. Alors, comme notre chef adore, mais alors adore tenter le sort et tenter et convoquer le mauvais œil, il a refait une vidéo sur les Chiefs. Et ça fait 2 vidéos sur les Chiefs dans cette saison. Et comme ça, il est vraiment en train de dire, voilà, les Chiefs c'est fini, les Chiefs c'est fini. On a l'impression qu'il est en train d'invoquer le fait que ça va se renverser contre lui. Ouais, c'est terrible. Hein. Parce que là, je peux vous dire que si jamais les Chiefs sont en playoff, The Playoff, justement, on va prendre un bouillon encore. Hein. Mais bon, ça, voilà. Il n'y avait pas besoin de ça. Et puis, comme on sait que, tu vois, ils sont pas du tout susceptibles, les fans des Chiefs, alors pas du tout. On salue Raph, tiens, on salue Flo, on salue bref, on salue Peter, on a plein de fans des Chiefs, on en connaît plein. Ils sont très sympathiques en plus. C'est grosso modo des gens qui ne connaissent la NFL que depuis 5 ans, hein, donc... tu sais, on en connaît qui sont fans des Pats, qui ont connu ça dans les années 2010. Hein, je peux te donner l'adresse de Beansport et puis tu vas dire ça à Peter en face. Tu vois. Je rigole, bien évidemment. C'était de la provocation. C'est un fan des Broncos, laissez-le tomber. Voilà. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous donner, parce que j'ai un trou de mémoire, qui est-ce qui a marqué pour les Texans Est-ce que tu peux me trouver ça, Vince? Qui c'est qui a marqué quoi? Le dernier. Oui, les touchdowns, les 2 touchdowns. C'est je l'ai perdu. Nico Collins? Non. Non, c'est pas. Nico Collins, c'est justement. Non, c'est pas Nico Collins. C'est Woody Marks et. Ah oui, non mais d'accord, je l'ai. Ok, c'est pour ça. Ok. T'es vraiment un vilain. Je vais te le faire. Ouais, c'est Daire Ogunbowale. Daré Ogunbowale, oui. Voilà, c'était pour vous, les chers auditeurs. Vous voyez, sans doublure, sans préparation, sans filet, à la Tom Cruise. Moi, je fais tout seul. Voilà. Merci et merci les copains, bien sûr. Je vous en prie, c'est un plaisir. Mais t'es pas avec nous mercredi, alors bon, il fallait bien qu'on te le demande, qu'on t'en parle quand même. Bon, les amis, est-ce que vous avez des coups de cœur à faire moi, je suis désolé, mais je voulais en parler un peu de ce match, donc je vais juste le faire dans mon coup de cœur, coup de griffe. C'est un peu un mélange des deux. En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est le changement le renouveau au niveau des équipes. Forcément, ne plus voir Kansas City, moi, ça me fait plaisir. Alors, on n'a pas précisé, ils perdent le titre de division officiellement. Hein. Ça, pour le coup, c'est terminé. Ils ne seront pas champions de division. C'est pas que je suis anti-Chiefs, même si un peu, mais je préfère pas voir les Chargers que les Chiefs ou les Raiders. Je m'en fous dans la division. Je suis content que les Broncos soient devant, mais je suis content qu'il y ait du renouveau. Voilà. Je trouve qu'une division et ce sport, c'est très bien quand il y a des changements aussi en tête de division, qu'on voit un peu des équipes différentes en play-off, et ça, c'est très très bien. Juste une petite chose. Le saviez-vous d'ailleurs, Patrick Mahomes a fini avec son QB rating le plus faible de sa carrière. Pardon, pas son QB rating, c'est son pourcentage son rating à la passe, juste à la passe, 19,8 de rating. La dernière fois où il avait fait son record précédent, c'était 44,4 et c'était déjà l'an dernier contre San Francisco. On commence à voir quand même Patrick Mahomes qui est de plus en plus en difficulté et il va falloir aussi je ne veux pas rentrer dans le débat encore des Chiefs parce qu'on va en parler encore une fois mercredi, mais franchement, quand on me dit oui, Patrick Mahomes, il envoie 3 interceptions. Non. Quand on voit celle avec Travis Kelce, par exemple, elle lui est bien donnée l'interception. Mais hier, il y a au moins, j'ai noté au moins 5 ou 6 ballons dans les mains qui ne sont pas attrapés. Mais quand je dis dans les mains, c'est dans les mains. Les deux gants touchent le ballon. Ouais. C'est infernal.
Yaya, t'as un coup de cœur pour les Saints peut-être, non? C'est plutôt le coup de griffe que pour les Bucks qui n'ont pas Ah réussi à non, sortir. bah non, alors non, non, non. Si tu veux parler de Bucks Saints, tu donnes un coup de cœur aux Saints. On sait que tu es un fan de Tyler Shaw. Voilà. Franchise qui sert à rien. Faudrait On un peut en peu. parler. Voilà. Non. Après. D'ailleurs, jeudi, il y a un Buccaneers de Panthers en Thursday Night Football. Ouais. Et après, attends, c'est. Non, mais les Titans qui gagnent, qui lâchent pas l'affaire. Voilà. Et moi, il y a une équipe, enfin, franchement, arrêtez tout, délocalisez la franchise, faites autre chose. C'est les Falcons. Là, J'ai adoré ce moment délicieux sur le Discord, mais venez vraiment, si vous n'êtes pas encore sur le Discord, où Seb nous dit j'espère vraiment que les Falcons vont continuer à embêter les Seahawks. Et je lui dis bon, rêve pas, c'est les Falcons. Alors, j'ai dit que ça m'arrangerait que les Falcons battent les Saints. Voilà. Les Seahawks. Parce qu'à un moment, j'y croyais un petit peu en début de match, et puis bon, finalement. Rêve pas, ça va être les Falcons. business Et as usual. derrière, voilà. Non, Rachid mais, Shaheed, d'ailleurs, au passage, qui nous fait un très très bon match. Ouais. Dans son plus pur style Saints, pour le coup. Et Smith Njigba qui Voilà. est statistiquement le meilleur receveur. Et attention, parce que si les deux commencent à se mettre l'un avec l'autre, entre Smith Njigba, qui est la vraie soupape de sécurité de Sam Darnold, et Shaheed, qui est capable de faire des jeux de 80 yards, méfiance, vu la défense contre les Seahawks, ça va commencer à ressembler à quelque chose de plutôt pas vilain, cette affaire. Et comme on disait l'autre jour, il y a Sam Darnold qui doit fermer quelques bouches. Il faut lui donner du crédit à un moment donné. Franchement. Ouais. Pourquoi Parce il que- est dans une banque? Non, mais parce que franchement, avec tout ce qu'on lui a dit sur lui, ce qui s'est passé ces dernières saisons, encore une fois, une blague, vous le voyez pas, hein, mais il n'y a que Yaya qui rigole à sa blague. Mais c'est Non, mais c'est infernal. Aujourd'hui, faut le il n'y a que lui qui rigole à ses blagues. Hein. Pourquoi aujourd'hui d'ailleurs? C'est tout Oui, le temps. c'est vrai. Mais, Et Ça alors, change, que personne rigole, donc là, ça en fait moins. Tu vois, la seule de Seb, ça nous fait rire. Tu vois. oui, parce que et vous aimez qu'une chose, c'est la méchanceté. Donc voilà, moi je fais des Bah, je crois blagues. qu'on aimait que les équipes médiocres. Ah non mais toi, ah non. Alors là, me lance pas là-dessus. Ah ben, tu sais quoi? On a changé le titre du Hall of Fame, on a mis Guinness Book. Voilà. Allez. Oh putain, vous aimez pas. Voilà. Non, mais tu me dis, j'aime Il une le seule fallait, chose, non, mais en mais- fait, j'en aime au moins deux, du coup. il le fallait, ce petit tunnel là, c'est important, c'est oui, c'est c'est notre important. repère dans notre nuit, dans notre semaine. Ouais. Bref, mon Seb, un petit coup de cœur ou pas? Bah, je vais pas trop m'attarder dessus, parce que moi, mon coup de cœur, justement, c'était les Texans, mais on va en parler de façon beaucoup plus étendue jeudi prochain. Donc voilà, juste Houston qui remonte tranquillement et qui est sur le point de se faire sa place en playoff, mais on développera dans Oui. quelques jours. Ouais, on va développer parce que les Texans, c'est l'une des belles. Le conte de fées Colt s'est remplacé par le conte de fées Texans. On va quand même faire un petit récapitulatif des résultats. Les Lions qui avaient battu les Cowboys, c'était pendant le Thursday Night Football, 44-30. Les Lions qui ont perdu notamment Brian Branch pour, alors je crois que c'est tendon d'Achille aussi, ou c'est le ligament croisé, je sais plus. Enfin bref, une grosse blessure pour le DB des Lions. Et les Cowboys, c'était CeeDee Lamb qui avait fait une promotion, je crois, dans la partie. Les Dolphins qui ont battu les Jets 34-10. Alors, on s'attendait pas forcément à un match spectaculaire. Bon, ça a été vite réglé pour Miami. Les Steelers gagnent contre les Ravens 27-22. On en a parlé. Les Saints battent les Buccaneers 24-20. Faut-il que je le répète? Non, c'est pas la peine. Mais quand même, les Saints ont battu les Buccaneers 24-20. Les Jaguars battent 36-19 les Colts d'Indianapolis. Les Titans s'imposent 31-29 face aux Browns. Une semaine où on a les Saints et les Titans qui gagnent en même temps. Oui, c'est... Comme quoi, le match du 28 décembre entre les Saints et les Titans,
Ça pourrait donner presque un Super Bowl. Les Vikings qui s'imposent 31-0 face aux Commanders. Les Commanders, alors eux, ils ont touché le fond. Là, 0 point marqué. Jayden Daniels avec l'épaule dans la boîte à gants. Le Zach Ertz qui a le genou en vrac. Enfin bref. Zach Ertz, c'est peut-être fini d'ailleurs. Oui, on a eu la confirmation. Ligament pété. C'est pas beau. Fin de carrière pour lui. Parce que... 36. Ouais. C'est assez terrible ce qui s'est passé. Les Commanders, c'est fou quand même, c'est pareil, mais les Commanders, ça n'arrête pas. Là, ça touche le fond. Il y a une tuile avec même Daniels. J'y suis arrivé. Non, mais Daniels, c'était dur, ouais. Se reblesse juste en tombant, quoi. C'est vrai, bon, bref. La tuile. En tombant, il fait bien. Il se prend un bus sur la tête quand même. Un bon caramel, quand même. On l'a tombé tout seul non plus, oui. Après, c'est un bloc légal, c'était dans le coup. Les Seahawks qui s'imposent 37-9 face aux Falcons, les Bills qui gagnent 39-34 face aux Bengals, les Broncos qui s'imposent 24-17 face aux Raiders, les Packers qui gagnent 28-21 face aux Bears, les Rams, on n'en a pas parlé, qui cartonnent face aux Cardinals 45-17, et enfin les Texans qui battent les Chiefs 20-10. Il reste un match dans cette 14e semaine, les Chargers qui reçoivent les Eagles de Philadelphie. Ce sera au SoFi Stadium dans la nuit de lundi à mardi. Et pour ceux qui écoutent le podcast très très tôt, parce qu'il va sortir aux alentours de minuit ce mardi, vous aurez peut-être même le podcast avant cette partie. Voilà. Vous pourrez même l'écouter avant ce match de la nuit, ou pourquoi pas pendant le match de la nuit. Tout est possible. On se retrouve, nous, jeudi, pour parler donc de la course au wildcard de l'AFC. On se retrouve aussi jeudi soir, 21h30, pour un nouveau Tailgate Talk, où on parlera d'un peu tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Et en attendant, merci Seb, merci Yaya, merci Vince. N'hésitez pas à aller écouter les autres podcasts de The Playoff, First Pitch et N1 aussi, qui sera là, qui vont vous régaler sur toute cette semaine. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures de NFL. À très vite les amis, merci de nous avoir écoutés, salut tout le monde. Ciao. Ciao, bye.